Bonjour. Bonjour Maxime. Alors, pouvez-vous nous parler du nucléaire français? Bonjour Joris et bonjour aux auditeurs de la maïeutique. Ce que je voudrais, c'est prendre de la hauteur sur le sujet et essayer de présenter aux auditeurs de la maïeutique une fresque historique. Mais en commençant peut-être par la fin, et puis après on remontera vers le début. Aujourd'hui, savez-vous que la France est le pays de l'OCDE, donc des grands pays développés, qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant? Nous émettons 4 fois moins de gaz à effet de serre par habitant que l'Allemagne. Et l'Allemagne est un pays proche de nous. Alors, c'est pas que nous soyons plus vertueux que les autres. Il y a des bagnoles partout, on prend l'avion sans limitation, il y a les jeunes qui pétaradent tant qu'ils peuvent. Bon, c'est que notre industrie nucléaire et l'hydroélectricité, les deux, mais surtout le nucléaire, font que, en gros, 85% de notre électricité est produite par des énergies totalement décarbonées, et au premier rang desquelles le nucléaire. Et ça, c'est un effort qui a été fait par une série de grands présidents. Nous ne faisons pas de politique à la maïeutique, mais d'autres présidents, pour des raisons que je vais essayer de commenter aimablement, ont pris des décisions qui ont affaibli cet effort. Alors le premier d'entre eux, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle a donné à la France la bombe H. J'expliquerai peut-être dans une émission le témoignage que j'ai reçu dans ma vie professionnelle de M. Robert Gallet, que j'ai rencontré à Troyes et qui est le père en fait de la bombe H. Le président Pompidou a accéléré l'industrie nucléaire après le premier choc pétrolier. À l'époque, j'avais 19 ans, je me souviens, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et les idées, c'était le nucléaire. Le président Giscard d'Estaing, qui lui a succédé, a encore accéléré, c'est-à-dire qu'on a lancé des centrales, et on peut dire que le président Mitterrand a maintenu ça, et après lui, le président Chirac a lancé le projet Astrid. Alors Astrid, c'est le nucléaire de la 4e génération. C'est ce qu'on a appelé Superphénix, mais Superphénix était un premier modèle de 4e génération. Pour dire les choses simplement, dans la 4e génération, on carbure les déchets nucléaires. C'est-à-dire ces déchets que j'ai vus de mes yeux, puisque j'ai visité 2 fois l'usine de La Hague, quand j'étais directeur régional de la Banque de France à Caen, ces déchets qui sont dans des piscines, et tous ces déchets tiennent dans un terrain de football à peu près, et le terrain de football, on le descend 80 mètres sous terre dans une zone rocheuse des Vosges, et on les enterre. Et bien là, avec la 4e génération, la réaction nucléaire est allumée par de l'uranium enrichi, mais après, ce sont les déchets que l'on carbure. Et évidemment, c'est gagnant, c'est 3 fois gagnant. C'est gagnant parce que c'est une énergie très puissante, complètement décarbonée, non polluante, et c'est gagnant une 3e fois parce qu'on élimine les déchets. Alors ça s'appelait Superphénix. Il y a un certain Premier ministre du nom de Lionel Jospin qui l'a arrêté. Il est possible d'ailleurs que les performances du réacteur aient été décevantes. Alors Madame Voynet s'en s'est servi pour convaincre le Premier ministre d'arrêter, et le président Chirac a lancé Astrid. Alors Astrid, sous Sarkozy, la commission dite du grand emprunt, confiée à Michel Rocard et Alain Juppé, a mis de l'argent sur ce projet. Et ce projet, c'est un réacteur nucléaire de la 4e génération. 2019, la ministre de l'Industrie, une certaine Madame Elisabeth Borne, annonce l'arrêt de ce projet. Et alors on lui dit, mais pourquoi ? Et elle répond, mais parce que le nucléaire ne coûte pas cher, et que donc, comme ça coûte pas cher, on n'a pas besoin de ce projet. Parce que ce projet économise l'uranium. Quand j'ai dit le nucléaire coûte pas cher, l'uranium ne coûte pas cher. Et donc, l'uranium ne coûte pas cher. Alors oui, sauf que depuis 2019, le prix de l'uranium a été multiplié par 5. Et
Donc la France arrête le projet Astrid, donc elle arrête son élan dans le nucléaire, et puis le président Hollande, tout le monde le sait, a arrêté Fessenheim, il avait pris ses engagements dans sa campagne de 2012, et le nucléaire, c'est une industrie qui ne supporte pas la médiocrité, qui ne supporte pas de jouer petit bras, quoi. Il faut être très bon, il faut être au top, et il y a une masse critique, qui est une masse de compétences, de techniciens, d'ingénieurs. Bon. Et donc, le président Hollande, probablement, enfin pour deux influences, une première influence politique, c'est la majorité que Jospin appelait majorité plurielle, où les écologistes étaient importants, et les écologistes, pour des raisons, on pourrait dire idéologiques, mais on pourrait dire aussi mythiques, considèrent le nucléaire comme un ennemi. On va en parler dans un instant peut-être. Donc, pour faire plaisir aux écologistes, je le dis simplement, il a arrêté. Et puis ensuite les Allemands. Parce que les Allemands, pour des raisons aussi idéologiques, mythiques, ont arrêté le nucléaire, et ils ont dit, ah bah oui, mais la France, alors, elle ne doit pas avoir un avantage que nous n'avons pas, alors que nous sommes vertueux, nous avons arrêté le nucléaire. Et donc, ils ont obligé la France à vendre, enfin la France, l'électricité de France, à vendre de l'électricité à perte, sous prétexte de la concurrence libre et non faussée, qui est un dogme européen. Alors effectivement, la France, avec EDF, c'était un monopole public, c'était une industrie subventionnée par l'État, le comité à l'énergie atomique, etc., etc. Et donc, notre électricien s'est trouvé l'année dernière, on l'a oublié, dans une situation catastrophique, où on a failli avoir des grosses coupures d'électricité. Il se trouve que le temps a été clément, cette année aussi, mais on est passé très près d'une incapacité à maintenir les installations. Et c'est si vrai que pour maintenir les installations, on a été obligé d'avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère que l'on n'a plus en France parce que notre industrie nucléaire a perdu la masse critique. En 2022, il y a eu un changement de cap complet. Le président Macron s'est aperçu qu'on ne pourrait pas s'en sortir sans une énergie nucléaire puissante. Mieux vaut tard que jamais, et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc il a compris qu'il fallait relancer l'industrie nucléaire, et il a pris des engagements. Et je vous propose de repasser à nos auditeurs le carré qu'on avait déjà passé dans une émission précédente. On ne peut pas, je me situe en 2040, 2030, 2040, on ne peut pas à la fois avoir 50% d'électricité en plus, 2040, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il faudra 50% d'électricité en plus. 2030, un tiers d'électricité en plus. 7 fois plus de métaux, parce que pour faire 50% d'électricité en plus, il faudra faire 7 fois plus de métaux. Lithium, multiplié par 40. Nickel, multiplié par 20. Bon. Et en même temps, un tiers de pétrole en moins, parce que nous sommes sur le pic pétrolier. Nous avons fait une émission là-dessus. Ça ne passe pas. Donc il faut le nucléaire. Jean Covici, ingénieur du corps des mines, spécialiste de ces sujets, a une formule que j'aime bien. Il dit, le nucléaire, c'est notre canot de sauvetage. C'est notre parachute ventral. Et de sources confidentielles, bien informées, je sais que ces engagements du président Macron ne pourront pas être tenus avant 2037. Donc vous voyez que ce carré qui apparaît pour nos auditeurs montre que la transition énergétique, en réalité, elle n'est pas assurée actuellement. Et elle ne peut être assurée qu'avec le nucléaire. Alors le projet Astrid, j'ai quelques échanges par le réseau LinkedIn avec des ingénieurs du corps des mines qui me disent « mais ne vous lamentez pas, ce sont des start-up qui vont s'en occuper. » Bon. Je ne sais pas si des start-up peuvent construire des réacteurs nucléaires, mais ce que je comprends, c'est que les start-up amèneraient des éléments de technologie et qu'à la fin, on ferait un réacteur nucléaire.
Alors, moi, je crois, comme Jean Covici, d'ailleurs, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, je suis complètement d'accord, que nous devrions faire ce réacteur de la 4e génération en coopération avec des pays européens qui vont manquer d'énergie. Par exemple, la Finlande, par exemple, les Pays-Bas, par exemple, le Royaume-Uni vont manquer d'énergie. Et donc là, nous aurions un beau projet de relance de notre industrie nucléaire. À quelque chose, malheur est bon, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, y compris les écologistes, bon, faire attention, là, il y a des nuances, hein, mais qu'on avait besoin du nucléaire. Et vous avez vu qu'à Dubaï, à la 28e COP, on a décidé, ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça va se faire réellement, parce que les COP, c'est un peu du blabla, hein, mais enfin, l'orientation a été prise de tripler la capacité nucléaire dans le monde et de tripler aussi la capacité en énergie renouvelable. Alors, il me semblait avoir entendu qu'au vu de tout ce qui s'est passé au niveau tension en énergie, et des retours de ce que l'on a sur le renouvelable, que l'Allemagne allait changer un peu son fusil d'épaule et peut-être passer sur le nucléaire. Au moment où ces choix ont été faits, et je ne vous cache pas que pour moi, ces choix étaient foireux, des deux côtés du Rhin, en France et en Allemagne. On s'est tiré une balle dans le pied avec le nucléaire. Au moment où ils ont été faits, on avait une sorte de croyance aveugle, naïve, enfantine, dans le renouvelable. Alors, il faut du renouvelable, hein, le mixte énergétique est absolument indispensable. Mais on s'est aperçu que, premièrement, il faut gérer l'intermittence. L'intermittence, c'est le vent et le soleil. Si nous sommes en 2035, que vous avez besoin d'une opération urgente et qu'on vous dit « Monsieur Borletsis, on ne peut pas vous opérer parce qu'il n'y a pas eu de vent et de soleil », vous allez faire une drôle de gueule et vous allez dire « Vous vous foutez de moi ». Bon. Il y a ça. Alors l'intermittence, on le gère avec l'hydrogène. Hein. Enfin, il y a ensuite le fait qu'on se rend compte que les matériaux pour faire les supports, c'est-à-dire les éoliennes, les panneaux solaires, viennent des terres rares, ou en tout cas d'un nombre limité de pays, et qu'avec le pic pétrolier, on aura moins de pétrole, et que ça ne sera pas facile de s'approvisionner. Il y aura des ruptures d'approvisionnement. On le voit, il y a des articles qui sont parus dans les Échos qui montrent que les métaux vont être sous forte tension. Alors, il y aura peut-être d'autres modes, il y aura certainement des bateaux à hydrogène, d'autres modes de transport, mais on voit bien qu'au moment où on a fait ces choix, on avait des illusions naïves dont on est en train de revenir. Et pour répondre précisément à votre question, alors, moi, je ne fais pas de politique et je soutiens certainement pas l'extrême droite, ni l'extrême gauche d'ailleurs. Mais si, dans le dosage politique allemand, la droite, je ne sais pas si on peut dire la droite dure, je ne connais pas la politique allemande, remplace un peu les écologistes, effectivement, c'est de nature à faire évoluer les choix et peut-être de revenir au nucléaire. En tout cas, la question qu'on peut se poser, si la France revient au nucléaire, est-ce que l'Allemagne, finalement, ne va pas y revenir à son tour ? Oui, puisqu'en France, on a fait un demi-tour complet. Donc pourquoi pas l'Allemagne ? On a fait 180 degrés. En France, il n'y a aucun doute, le président Macron a fait un véritable tête-à-queue. Et à l'échelle européenne, enfin, c'est inimaginable de penser qu'aujourd'hui, on produit de l'électricité avec du charbon, et encore avec du mauvais charbon. Hein. Et après, ils rechargent les voitures électriques avec du charbon. Oui, c'est pas de l'anthracite, hein, c'est de la lignite. Hein. Bon, et finalement, on n'a pas parlé des croyances. Je crois qu'il faut qu'on parle des croyances, parce qu'en fait, le mystère dans tout ça, c'est que les écologistes veulent décarboner, ils ont raison, ils veulent limiter les gaz à effet de serre, ils ont raison, ils veulent refaire la biodiversité qui est en train de disparaître. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils haïssent le nucléaire, alors que le nucléaire est complètement décarboné ? Alors, il y a les bonnes et les fausses... Non, il n'y a pas les bonnes et les fausses raisons, il n'y a que des fausses raisons. Mais dans les fausses raisons, il y a une hiérarchie. Au sommet de ces hiérarchies, il y a une sorte de croyance aveugle. La croyance, c'est que l'homme ne doit pas toucher à la nature. Et que le nucléaire, c'est de casser les noyaux d'atomes, hein, l'énergie de fission. Et ça, pour eux,
Yves Cochet l'exprime bien dans une conférence à Nantes, où il est assez sincère, comme il est toujours. Hein. C'est pour lui, l'homme est en train de devenir un démiurge de la nature, une sorte de... Et ça, dans le fond, ça leur fait horreur. Alors ensuite, il y a les fausses raisons. Les fausses raisons, c'est les déchets. Mais les déchets, ils tiennent sur un terrain de football pour la France et on les enfouit à je ne sais pas combien, 100 mètres de profondeur en zone rocheuse. Et le projet Astrid permettait de les carburer. Et en les carburant, d'économiser l'uranium. Parce que justement, on vous dit, ah ben oui, mais le nucléaire, c'est lié à l'uranium, un jour, il n'y aura plus d'uranium. Mais justement, avec le 4e génération, on économise de l'uranium. Et ensuite, il y a eu 2 accidents terribles, Tchernobyl, mais Tchernobyl, ça n'a rien à voir avec les centrales nucléaires françaises, c'est pas du tout la même technologie. En plus, la centrale était obsolète. Et puis Fukushima, mais Fukushima, le réacteur n'a pas fondu. C'était pas un accident nucléaire, c'était un tsunami. Et le tsunami a provoqué une panique, et la panique a provoqué mort d'homme. Et donc, vous voyez, il y a les accidents, il y a cette espèce de croyance mythique que le nucléaire c'est mal, et puis il y a le faux problème des déchets. Bon, et à partir de là, on a créé une idéologie, on a créé une croyance, et cette croyance nous a amenés au bord de la catastrophe, parce qu'en fait, le président Macron a eu raison de réaliser qu'on ne pouvait pas s'en sortir sans le nucléaire. Alors, il y a plusieurs choses avec cette histoire qui sont exaspérantes. C'est de dire que le nucléaire, c'est dangereux, on en a peur, mais si on regarde les faits, il y a beaucoup plus de morts à cause des particules fines dues au charbon que de morts par accident nucléaire. J'ai retrouvé un article que je mets en lien sous la vidéo qui dit qu'en 2013, il y avait 23 000 morts à cause de notre utilisation du charbon dans l'Union européenne. Et je rajoute un article pour illustrer ce que je disais sur le nucléaire, c'est que 10 ans après l'accident de Fukushima, qui était dû à un raz-de-marée, ce n'était pas un incident purement de la centrale, aucune augmentation des cas de cancer n'a été décelée, les taux de radiation sont redevenus complètement à la normale rapidement, et ils disent quelque chose d'intéressant, c'est qu'après avoir fait un sondage, 55% des Français, des personnes sondées, donc des Français finalement, pensent qu'il y a eu plusieurs centaines de morts dues à cet accident. Mais qu'en fait, il n'y a eu aucun cas de cancer depuis 10 ans. Et en conclusion, ils disent que cela vient de la désinformation, qu'il y a une désinformation colossale autour de cette catastrophe. Le vrai sujet, c'est les choix. Choisir, c'est renoncer, disait Pierre Mendès France. Il faut faire des choix. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas les choix, nous ne pourrons pas survivre. Et donc, dire on ne fait rien, on ne touche à rien, c'est pas un choix, c'est être sûr de couler, parce que il y a 10 milliards d'hommes, il y aura 10 milliards d'hommes, peut-être un peu moins, 9 milliards sur la planète, comment les nourrir et comment faire face au réchauffement climatique. Donc le nucléaire est un bon choix, mais le nucléaire ne supporte pas la médiocrité, il supporte un État fort, il supporte une organisation avec des corps de métier, ingénieurs, techniciens de haut niveau, et des compétences. Le problème, c'est la masse critique. Il faut avoir une masse critique. Et cette masse critique, nous étions, vous voyez, je vais le dire à l'imparfait pour ne pas être désagréable, nous étions en situation de la perdre. Hein. Alors peut-être qu'on va la recréer. Bon, écoutez, merci et au revoir.